Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Super Potion, votre talk show boisson spiritueux, vin sans alcool, soft, voilà, tout type de boisson. Aujourd'hui, je reçois Samuel Grange. Salut Samuel. Salut, Ludovic. Content de t'avoir dans l'émission. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés au CIRA 2025, très, très beau salon cette année, où pas mal de gens m'ont dit: «Est-ce que tu es allé goûter ce whisky de sésame fabuleux?» D'autres m'ont dit: «Est-ce que tu connais la marque Charbon?» Alors, ils ne savaient pas trop si c'était un nom de marque ou un nom de distillerie, mais en tout cas, j'ai plusieurs amis qui m'ont dit: Va voir le stand de Charbon, ils font un whisky fou. Enfin, donc voilà. Donc moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et donc, je t'ai pas trouvé le premier jour du salon, mais quand j'y suis allé le dernier jour, je suis passé par le hall dans lequel tu étais. Et au final, je suis tombé sur ton produit et je me suis dit: «Ah, ça doit être ça», quand j'ai vu marqué distillerie Charbon. Et du coup, j'ai tout de suite voulu essayer. Et tu m'as fait goûter ces différents produits que j'ai trouvé vraiment fabuleux. Et il y avait une toute petite particularité, juste petite, hein. On va en parler tout au long du podcast aujourd'hui. Mais avant toute chose, on va revenir un peu, on va rembobiner pour en connaître un petit peu plus sur ton background à toi et ta femme qui avaient tous les deux fondé la distillerie. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en détail, s'il te plaît? Eh bien, oui, moi je suis sémioticien de métier. Sémioticien, c'est quelqu'un qui analyse les signes, donc pas les signes astrologiques, mais comprendre une relation à une thématique culturelle, par exemple le rapport à la nature, comment ça évolue, comment ça s'exprime. Aujourd'hui, le rapport à la féminité, tout ce que tu veux, et puis comprendre les univers de marques et comment est-ce qu'une marque crée du sens pour les gens par rapport à ces enjeux culturels. Donc en général, je travaille en étant questionné sur comment est-ce qu'on exprime un nouveau thème, enfin un thème, comment est-ce que ces codes évoluent de façon à se dire on veut être en phase avec la société actuellement. Donc dans la catégorie des sciences humaines, il y a plein de gens qui travaillent sur les gens directement. Moi, je travaille sur ce qui influence les gens d'une certaine façon, c'est-à-dire les schémas culturels, parce qu'à force de regarder des séries, de regarder des podcasts, etc., on a des perceptions qui évoluent sur nos constructions identitaires, notre rapport au monde, etc. Ok. Donc voilà, c'est parti de mon boulot. J'ai toujours fait ça. J'ai décidé de faire ça, j'avais 17 ans. Et je l'ai toujours fait au sein d'agences de design ou de boîtes de conseil. Donc ça, c'est en ce qui me concerne. Et puis Stéphanie, elle est anthropologue et designer. Designer produit départ, puis espace, puis beaucoup de graphisme. Mais aujourd'hui, elle était beaucoup dans la culture. Voilà, j'y elle était parce qu'on est tous les deux sur des points de bascule. On a créé la distillerie et on va en reparler. Et on est à cheval sur ces deux cultures très très complémentaires entre des boulots, je dirais plutôt cérébraux d'un côté où on passe notre vie derrière un ordinateur et de l'autre où on a les mains dans la matière, les bouteilles, où on renifle des trucs toute la journée dans des verres et voilà qui sont très complémentaires Ok. et on avait besoin de ce changement. Ah, c'est top. Et est-ce que ça vous est arrivé de travailler ensemble au final, vu que vos travaux peuvent être complémentaires? Oui, tout à fait. Oui, oui, on a fait des projets où je veux dire, je me préoccupais beaucoup de l'amont, d'analyser les codes et de trouver des pistes intéressantes. Et elle, elle les transformait euh, en univers graphique, en des propositions voilà, intéressantes. Ça marche. Et donc là, tu parlais de différentes boîtes de conseil. Au final, tu étais salarié pour ces boîtes ou est-ce que tu intervenais en tant qu'indépendant? Les deux, les deux. J'ai été salarié d'agences de design, de boîtes de conseil, et puis indépendant depuis 2005. D'accord. Et au final, ça reste ton job à mi-temps ou tu as arrêté totalement? Ouais, Enfin, j'ai pas l'intention d'arrêter les deux d'ailleurs, enfin un jour. Je trouve que les deux sont très complémentaires. Après, c'est des vases communicants en fonction de l'activité de la distillerie, en fonction de l'activité de la sémio. Mais fondamentalement, la vie est un peu courte pour, je veux dire, pour pas faire tout ce qu'on aime faire. Et, voilà, et j'aime bien les deux et j'ai l'intention de faire les deux. d'accord. Et est-ce que justement, tu as pu travailler sur des clients dans la boisson ou dans les cosmétiques ou dans le packaging, dans quelque chose qui peut se rassembler, qui peut ressembler à une marque de spiritueux? Alors oui, ça m'est arrivé de travailler pour
pour des marques de cognac luxe, notamment sur le marché asiatique, comprendre les référents luxe en Asie, comment ils évoluaient et comment permettre d'adresser ces évolutions culturelles. Mais honnêtement, ça a été un référent, mais je m'en suis, on en reparlera, mais très vite éloigné en ce qui concerne notre activité à nous. Mais oui, j'ai eu l'occasion de travailler sur plein de grandes marques de cognac, quelques marques de whisky haut de gamme. J'ai pas mal travaillé aussi sur les bières craft. Okay. Et comment on fait pour organiser cet univers un peu chaotique d'une certaine façon, parce que quand tout le monde reprend la main sur c'est ma brasserie, et voilà mon identité, etc., c'est ce qui est chouette, hein, et j'encourage ça. Mais du coup, pour organiser un marché et donner des repères, c'est plus compliqué que vous la voulez blonde, rousse ou brune. Clairement. Donc voilà, il y a du boulot intéressant et l'univers de l'alcool globalement est un univers très chahuté. On assiste à, je dirais, une dénormalisation de l'univers. Les bières ont commencé, les spiritueux, on en est qu'au début, mais ça vient. Non seulement parce qu'il y a un peu plus de 150 distilleries de whisky en France aujourd'hui, mais une bonne partie sont des micro-distilleries, mais c'est aussi parce qu'on s'affranchit des normes. Aujourd'hui, tu vas faire un whisky au romarin, c'est pas un whisky, t'as pas le droit de dire que c'est un whisky. Pour autant, le whisky et le romarin, c'est peut-être super, hein. Enfin je sais pas, j'ai pas goûté, mais ce vent de liberté-là, de capacité de créer des nouveaux alcools, je pense que c'est le début, et c'est un chouette début d'une industrie qui est confrontée en même temps au fait que les jeunes boivent un peu moins d'alcool fort, ou en boivent en tout cas différemment. Donc c'est des points concomitants qui sont, je trouve, intéressants. C'est-à-dire que pour moi, c'est un super moment pour réinventer des choses qui sont pas les grands classiques du marché, et qui puissent être en phase avec des consommateurs qui évoluent. Ouais, c'est super intéressant. Et tu parlais juste avant du marché asiatique. Ça peut peut-être intéresser des gens qui nous écoutent, qui ont envie d'exporter leurs produits, justement. Qu'est-ce que tu as pu voir comme manière de penser, d'être, en gros, comment vendre ou comment exporter son produit en Asie? Est-ce qu'il y a des codes spécifiques? Alors, oui, enfin, il y a eu, je dirais, il y a eu quelques décennies où il suffisait de faire du luxe clinquant pour que ça marche. Mais je pense que les marques de luxe ont fait une grosse erreur à ce moment-là, en pensant que tout était basé sur l'image et peu de discours réels sur le produit. Or, les Asiatiques, ne serait-ce que dans leurs racines, ont tous des référents très premium, très luxe. La différence entre les deux, hein, c'est que ce qu'on appelle premium, en fait, les caractéristiques restent à l'échelle du produit. Ça veut dire que le truc est super bon, oui, mais c'est le produit qui est bon, c'est pas moi. Dans le luxe, on a un transfert. Cette charge, il y a une charge statutaire qui est transmise. Je deviens quelqu'un de super statutaire, etc., parce que je consomme tel produit. Donc là, on est dans le luxe d'une certaine façon. Mais sinon, je dirais l'héritage sur la capacité de choisir des ingrédients et des process de super qualité pour délivrer une expérience incroyable sur le plan émotionnel, sur le plan sensoriel. Je dirais le Japon, la Chine, mais tous les autres pays asiatiques ont des traditions de produits faits main, faits par des maîtres qui demandent des années de maîtrise du geste, etc. Donc ce luxe-là, ils l'avaient. Et je pense que les Occidentaux, les Français notamment, se sont pris un mur de comment ça, il suffit plus de mettre du doré et de dire que c'est statutaire pour que ça marche. Cette approche-là a une durée de vie assez courte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à vraiment du réel, du très authentique, dans lequel la France a plein de choses à dire, mais comme les locaux. Et il suffit pas de se baser tout ça sur de l'image. Donc pour moi, on est en plein dans ce virage-là, où les codes du luxe redeviennent en Asie, mais comme partout, mais je dirais l'Asie avait un cran de retard à ce niveau-là, sur des codes beaucoup plus authentiques, beaucoup plus proches de la réalité.
C'est-à-dire que le virage qu'on voit dans les maisons comme LVMH, comme Hermès, etc., de reparler de la réalité du travail, de la main, etc., il existe aussi dans l'alcool. Donc c'est quoi le travail qui est fait en chai? C'est quoi le travail du bois? Pourquoi tel type de bois? Et tout ça sans marketing, avec une vraie, je dirais une vraie humilité. Et du coup un impact. Enfin, je veux dire, pendant longtemps, l'industrie a tout misé sur l'âge des eaux de vie. Et je fais du Louis XIII, et chaque eau de vie que j'utilise a au moins 50 ans, les plus vieilles ont plus de 100 ans, etc. Ok, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est meilleur? Est-ce que c'est une vraie performance en soi? Dégustation à l'aveugle entre un truc à 10 balles et un truc à 1000. Notre vie, c'est pas rien. Or, on voit bien que chez nous aujourd'hui, on a mais comme dans le vin, on a des produits où c'est souvent aujourd'hui les produits les plus jeunes qui deviennent le plus intéressant parce que plus proche de la matière première. Et le vieillissement est un critère qui est de moins en moins important dans l'industrie de l'alcool. C'est vrai du vin, mais c'est vrai aussi des spiritueux. Et du coup, il y a toute la grille de prix, d'évaluation du marché des spiritueux en Asie qui est en train qui dégringole un petit peu. Même la notion de VSOP, XO, etc. Aujourd'hui est quelque part caduque. Quand on est un connaisseur de produits, on revient plutôt sur c'est quoi la variété de grains qui était là au départ, le type de bois, oui ou pas, mais vous avez essayé des alternatives avec moins de bois, etc. Et pouvoir, profiter de la matière première et du travail de la main, indépendamment du temps et des siècles d'attente dans des chais. Donc ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'avoir un cognac pour exporter son produit en Asie. On peut avoir un autre beau produit bien travaillé, traditionnel. Ils sont peut-être même friands aussi de cette localité. Enfin, plus le produit est fait localement en France, mieux c'est mieux ça brille. Tout à fait. Et on le voit sur des whiskies. En fait, les whiskies français se sont affranchis des traditions écossaises dans plein de domaines. Où là aussi, on a commencé avec des whiskies jeunes, mais des whiskies jeunes qui avaient une proximité avec le grain, qui avaient une proximité avec le terroir, avec des logiques parcellaires, etc. Très intéressante, et la France a reconnecté pour moi ce produit avec la terre. On avait cet héritage-là au niveau du vin, il se poursuit dans l'univers du whisky, et les Asiatiques comprennent tout à fait cette approche. Donc c'est que le début, mais les whiskies français ont vraiment des choses à dire sur le marché asiatique par rapport aux autres standards internationaux. Et on peut voir aussi que les codes du luxe ont emprunté à tout ce qui est street art. Et on a vu aussi ce virage-là dans les spiritueux avec des rappeurs, des stars du rap ou du hip-hop qui se sont appropriés des marques, donc dont les marques de célébrités comme A$AP Rocky ou ce genre de choses, ce genre d'artistes. Et c'est intéressant de voir que le luxe s'empare un petit peu de la vie courante de monsieur et madame tout le monde pour exister, pour se renouveler en 2024, 2025. Et après, tu parlais du côté statutaire d'une marque. Est-ce que au final, c'est pas la même chose pour n'importe quelle typologie de marque, qu'elle soit cheap ou hyper premium? Il y a toujours ce côté statutaire quand on achète une marque. C'est parce que on veut faire transparaître telle ou telle version de nous-mêmes aux yeux des autres. Non, tu penses pas? Alors, il y a toujours un enjeu d'image. L'image n'est pas forcément un enjeu statutaire. Et tu peux même avoir une image où tu dis je veux être tout sauf statutaire. Je veux être, je sais pas, si tu achètes des produits Muji, tu vois, ou etc. Alors tu vas avoir au final une sorte de statut, mais tu veux dire je reviens sur la fonction première, essentielle, très puriste du produit, et ça va me donner une esthétique. Cette esthétique-là raconte des choses sur moi, sur mes choix. Mais c'est l'antithèse de je raconte quelque chose pour dire je suis supérieur aux autres. Le code statutaire, quelque part, c'est une lecture de grille sociale de la société qui dit je me situe dans le haut du panier. Et je me situe dans le haut du panier parce que je maîtrise ces codes-là. Alors à une époque, c'était des codes aristocratiques, etc. Ça fait longtemps que ça a évolué, mais on a toujours des héritages emprunts avec ces années-là, ces siècles-là. Et
Aujourd'hui, tout est vecteur d'image, qu'on le veuille ou non, y compris dans l'alcool, beaucoup dans l'alcool, mais pas forcément statutaire. Et ça change la donne, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des produits, c'est ce que j'expliquais sur la différence entre le premium et le luxe tout à l'heure, on peut avoir des produits premium qui sont très travaillés, qui cherchent pas à renvoyer une image statutaire. Simplement, je paye la rareté, le process, le labeur qui est fait, et ça a un prix assez conséquent, qui peut être plus cher qu'un produit un peu cheap avec une image très statutaire. Où Ouais, je c'est super vends. intéressant, mais j'ai l'impression qu'on est câblé pour penser que le prix va aller avec le côté statutaire, en fait. Donc, Oui. Oui, parce que marketingement, d'un point de vue marketing, on a beaucoup fabriqué les choses comme ça. Mais ce qui est intéressant dans la révolution du craft, c'est qu'on a plein de gens qui donnent, qui changent la chose. Enfin, si tu prends le marché du cognac, tu as certes les plus grandes maisons qui ont une surenchère de codes statutaires, mais si tu veux boire les meilleurs cognacs, c'est pas forcément chez eux que tu vas aller. Tu vas aller chez des gens qui sont peut-être des petits producteurs, mais capables de parler de leur travail et d'expliquer en quoi c'est différent. Ce travail, tu vas pouvoir le ressentir beaucoup plus directement dans ton verre, en bouche, etc., que planqué derrière des campagnes marketing, si tu veux. Et ça ne veut pas dire que les produits très statutaires, très marketés sont pas bons. Ça veut dire qu'il y a un éloignement par rapport à la réalité produit qui s'opère parce qu'on considère que l'image, quelque part, a plus de valeur. Donc elle rentre en compte dans l'équation. Mais le contre-pied de tous ces éléments-là, c'est je reviens au produit, je reviens au travail, je reviens au process, j'explique pourquoi est-ce que sur ce terrain schisteux, j'ai des particularités organoleptiques comme ça, pourquoi c'est rare, pourquoi je ne l'ai pas fait vieillir en bois, parce que je ne voulais pas que ça devienne du jus de bois, mais j'ai choisi des amphores avec de la micro-oxygénation, etc. Et tout ça, au final, pour obtenir une expérience qui peut être parfois bien supérieure à des produits qui ont des discours statutaires. Donc cette réalité produit, je dirais, qui est proche de l'artisanat, aujourd'hui concurrence grandement tous les discours statutaires de grandes marques. Et même les grandes marques sont obligées de réintroduire une dimension artisanale. Mais ce qui veut dire que ça ouvre la porte, d'un point de vue craft, à beaucoup de producteurs qui valorisent une dimension artisanale et qui peuvent se battre sur des marchés tels que les marchés asiatiques. D'où les grands groupes qui commencent un petit peu qui regardent ce qui se fait chez les micro, nano, brasseries, distilleries et qui s'en emparent même, hein. Au final, il y en a beaucoup qui rachètent ces Tout à fait. micro-brasseries, ces micro-distilleries pour avoir ce côté craft dans leurs enjeux d'industriels. Oui, ça fait partie de leur stratégie portefeuille d'un côté, et ça fait aussi partie de leur stratégie de j'ai besoin de reprendre la parole sur des produits très statutaires en disant il y a une réalité derrière. C'est pas que de l'image. Et donc on les revoit reparler de déchets, des personnes, des terrains, des ingrédients, etc. Parce qu'ils sont obligés. Aujourd'hui, le référent devient artisanal plutôt qu'autre chose. D'un point de vue consommateur, ça me fait penser au livre de Martin Neumayer, The Brand Flip, qui disait aujourd'hui, les consommateurs n'achètent plus des marques, ils rejoignent des tribus. Est-ce Oui. que ça te parle? Alors, oui et non. C'est-à-dire que l'aspect communautaire est un vecteur de communication, y compris pour les marques. S'il n'y a pas appropriation, la marque a peu de valeur. Donc elle est clé, mais c'est un moyen, c'est pas une finalité. Si j'ai envie d'adhérer à une communauté, en général, j'utilise pas une marque. Je vais utiliser un biais culturel, artistique, social ou etc. qui est souvent plus fort que la marque. Mais une marque qui est adoptée par une communauté témoigne souvent d'une certaine authenticité et d'un intérêt. En tout cas, elle a du sens, elle a de la valeur pour les gens qui s'en emparent. Donc c'est une preuve plutôt qu'une fin en soi. Mais moi je pense que la dimension expérientielle du produit et de tous les points de contact est beaucoup plus intéressante à prendre en compte plutôt que la marque communauté. La marque, en fait, d'un point de vue marketing, on travaille sur la marque.
et on essaye de la piloter. Moi, je préfère des pilotages de la culture design où on pilote et on travaille sur l'expérience utilisateur. Et dans ces cas-là, la marque est la résultante, est la conséquence d'une bonne expérience, bien gérée, bien organisée, etc. Mais le marketing est très pauvre en outils pour piloter des expériences, en fait. Ça me fait penser au final, quand tu vas sur le site de Red Bull et que tu vois que des vidéos de surf. Ils ont réussi à driver leur marque au-delà de vraiment la canette en alu, quoi. Oui, oui. Et c'est vraiment très bien fait. Moi, quand je pense au côté rejoindre une tribu, par exemple, pour mon cas, bon, bah, moi j'ai un côté rock, metal depuis tout jeune, je joue dans plusieurs groupes, etc. Et j'aime bien renvoyer cette image un peu rock. Et du coup, bah, comment je fais quand je m'habille? Eh ben, je vais aller chercher des marques comme Vans, comme Doc Martens si je veux un côté un petit peu plus looké classe, des casquettes à l'envers, des choses comme ça. Mais je vais aller acheter ce genre de marque parce qu'elle me renvoie cette image d'appartenir à une tribu de skateurs, de BMXers, de gens un petit peu trashos, même la marque Trasher, par exemple. Enfin, moi, ça me parle Ouais. vraiment parce que ça fait écho avec tout ce que j'ai été dans mon adolescence et tout ce qui me fait vibrer et à la musique que j'écoute, etc. Donc, c'est pour ça que je parle de ça aussi. Oui, oui, mais tu as raison. Mais si ces marques-là ne faisaient pas le job je fais des produits qui sont adaptés au skate, qui sont adaptés à j'ai pas besoin d'entretien et je vais avoir la vie dure, etc. Et ça, ce sont bien des expériences que tu peux vivre avec ces produits. Au final, elles ne seraient pas adoptées par ces communautés-là. Donc l'adoption par la communauté, en fait, elle est le résultat d'un historique de mon produit est bien conçu, bien foutu pour tel type d'usage. Ouais. Bah, ça me fait penser à Carhartt qui était à la base une marque pour les travailleurs, quoi, en Mhm. Amérique, et qui est devenue vraiment la hype bah, des skateurs d'aujourd'hui, et même pas que des skateurs, de la streetwear, quoi. Donc Oui, c'est oui. assez intéressant. Le workwear, qui est un des référents, on revient à l'authenticité qui est tout sauf statutaire, qui est, tu vois, qui est Mm. voilà, fonctionnel. Et je crée des codes à partir de cette fonctionnalité, et ces codes sont des vecteurs d'image, mais des vecteurs d'image plus authentiques. Ils ne cherchent pas à être statutaires, et au final, ils sont adoptés par des communautés. Ah bah c'est hyper intéressant. On va revenir peut-être à la distillation et au spiritueux, mais en tout cas, tout cet aspect sémiologique et identité et création de marque marketing, bah, ça fait quand même écho à notre branche, à notre filière. Enfin, quand on crée un produit, dans tous les cas, on est obligé de mettre les mains dans le plat. Et au final, donc, OK pour vos jobs respectifs. Et qu'est-ce qui vous a amené à créer la distillerie Charbon? Nos boulots enfin le mien typiquement, j'ai des clients qui sont souvent des grands groupes. Parce que c'est assez sophistiqué et il faut avoir du budget pour se poser ce genre de questions-là. Et donc j'en avais un peu marre de bosser que pour des grands groupes. J'aime bien la culture des PME, j'aime bien la culture artisanale, et une des façons d'être complètement autonome, c'est de créer sa propre structure. Euh, donc, d'où ce besoin, cette envie en tout cas de changer, de faire pas que un boulot intellectuel sur l'évolution du sens du monde, mais aussi sur le fait de fabriquer des choses avec nos mains. Et comme on était fan de whisky tourbé et qu'on aime bien les goûter, un jour on était dans le Brac, on se baladait, on était dans la neige, et là on s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de faire une distillerie euh, pour essayer de faire des choses qu'on aime. Donc l'antithèse des grands groupes, c'est de dire ben, on va partir de ce qu'on aime et on va se faire plaisir à côté de nos boulots. Donc anti-marketing, je dirais au possible en termes de réflexion, en Mmh. termes d'approche. On est vraiment reparti de la question de L'ikigai, hein, au final, de la passion, quoi. ouais, ben oui, oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on aimerait faire de notre vivant, quoi. Et très vite, voilà, la distillerie et des alcools très fumés, très tourbés sont venus sur la table. OK. Et en alcool tourbé, par exemple, qu'est-ce qui, toi, te transcende comme produit, comme marque de whisky tourbé?
Je suis fan d'Artberg. Globalement, évidemment, tout ce qui est sur Riley, avec voilà, je trouve ça triste que tout ait été racheté par LVMH, par Diageo, et aujourd'hui, bon, il y a Kilcoman qui est resté indépendant, mais pour moi, c'est pas les plus intéressants, même s'ils ont une approche fermier. Je suis très fan aussi de Brecladish. C'est quand même la même brasserie qui est capable de faire du gin d'un côté, qui est un des meilleurs gins qui soit pour moi, de faire de l'Octomer, de faire du Lady qui est très équilibré, etc. C'est-à-dire qu'ils explorent vraiment. Ils ont une histoire déjà pas possible et ils arrivent à créer des standards de goût assez passionnants. Oui, c'est Après, incroyable. Hein. Et puis en marketing branding, ils sont avec Thirstcraft et ils sont vraiment très très forts. ouais. C'est très beau ce qu'ils font. Et il y a des assembleurs aussi que t'aimes bien qui font des choses assez tourbées. Oui, mais je retiens jamais leur nom. Ok. Moi, j'ai Donc je suis un très assembleur mauvais pour ça. qui s'appelle James Eddy. Ouais, J'ai goûté, je crois, à 22 ans. C'était grâce à Pierre Tissandier de ouais, Whisky Lodge. J'avais goûté ça au Lyon Whisky Festival. ouais. Il y avait James Eddy, il y avait aussi une autre marque, mais je m'en souviens plus. Tant pis. Mais en tout cas, oui, bon, tu prêches un convaincu, les whisky tourbés, c'est aussi bien mon dada. Et du coup, donc, pour en revenir à la création de la distillerie, est-ce que vous aviez des connaissances en distillation dans tout ça ou vous êtes parti de zéro? Alors, on est parti de zéro, et comme on partait de zéro, on a eu la bonne idée d'aller faire un tour au CIDS. CIDS, c'est tout ce qui est, alors, je sais plus, centre international, enfin en gros des spiritueux. Il faut savoir que l'industrie des spiritueux en France, elle est organisée autour du cognac. Donc le CIDS, il est à Sey-Gonzac, juste à côté de Cognac, Ouais. et c'est eux qui ont le plus de formations passionnantes en France, et ils couvrent tous les aspects de la distillerie. Des pires, c'est-à-dire tout ce qui est administratif, les douanes, etc., jusqu'au meilleur sur la distillation elle-même, en passant par du vieillissement, tout, etc. Et on a vraiment des formations très pointues sur ce qui se passe au niveau chimique pendant la distillation. Par exemple, très pointues sur juste de la dégustation, ce qui se passe en bouche, etc. Donc voilà, pendant quelques années, en parallèle de nos premiers essais, et je vais y revenir, on s'est formé au CIDS qui nous a donné un petit peu d'assurance sur toutes les bases sur cette culture, mais sinon on n'avait jamais mis les pieds dans une distillerie du côté je fabrique, je produis, c'était toujours du côté je visite et je goûte, ce qui n'est pas le même côté. Et donc on a commencé comme ça, et puis après à la maison, à l'époque on était à Paris, on s'est acheté un petit alambic, un Bushi, donc pour travailler sous vide à basse température. Et là on a commencé nos premières recettes avec des idées très précises en tête, et je vais peut-être le raconter après, mais sur un ingrédient qui est clé. Et dès le début on a construit ce raisonnement, et on a tâtonné pendant des années. Ça nous a pris 5 ans avant d'arriver à commercialiser ce qu'on voulait faire. Mais voilà, le CIDS et cette formation-là a été clé. Mais on partait de zéro aussi. Ok. Alors, du coup, comment te différencier? Alors déjà, est-ce que vous vouliez vous différencier? Parce que si tu parles d'un côté anti-marketing, peut-être que tu n'as pas eu tout ce raisonnement, tu voulais juste faire un alcool qui te plaît à toi sans forcément voir une différenciation, une distinction par rapport à d'autres marques. Donc, quelle était ta réflexion? Pour nous, ça servait à rien de faire un whisky ou un gin de plus. Et en fait, il y en a déjà tellement qui existent. Donc, si on faisait une distillerie, c'était pas pour faire ça. Et à l'inverse, c'était pour profiter, je dirais, d'un moment où le marché est encore très normé, il pouvait s'ouvrir et il fallait proposer des nouvelles choses. Donc ça, c'était une des données. Le deuxième, c'est comme on est fan de choses fumées, tourbées, on s'est dit comment on va pouvoir faire ça en étant en France sans utiliser de tourbe. Et là, le raisonnement a été le suivant, ça a été de dire, je sais pas, si tu vas visiter le musée du parfum à Grasse, d'accord, dans le sud de la France, tu vas voir que pour faire un parfum à la rose, eh bien, on va prendre de la graisse de cochon, donc du saindoux, on va mettre des pétales de rose dedans,
On va les laisser tremper un petit bout de temps, puis on va prendre la graisse et progressivement on va la distiller et on obtiendra un parfum à la rose. C'est-à-dire qu'on utilise le gras comme vecteur pour aller chercher le goût. Et sur cette base-là, nous on s'est dit qu'on pouvait utiliser le gras pour aller chercher ces goûts fumés, ces goûts tourbés. Qu'est-ce qui est gras et qui est sympa? Je te déconseille le lin, le tournesol, tout ça c'est pas bon. La cacahuète, c'est marrant 2 secondes pour aromatiser, mais c'est trop compact, trop dur à travailler. Ça, c'est des tests que vous avez fait en interne pour Oui, déconseiller ça? oui, bien Ouais, sûr. ouais. Bien sûr, bien sûr. La noix de cajou, Et, peut-être, non? pareil, c'est comme la cacahuète, c'est super dense. Toi, tu l'écrases. Une fois que tu as des miettes, tu fais quoi? Enfin, c'est pas facile. Et en fait, comme on était fan de sésame, on s'est très vite orienté vers le sésame, qui est gras. Une graine de sésame, c'est 50% de lipides, mais surtout, elle a une petite coque. Mais quand tu brises la coque, tu accèdes tout de suite à un gras qui est assez mou, finalement, assez tendre. D'où l'idée de travailler sur le sésame. Donc une fois qu'on a dit ça et qu'on a regardé un peu partout ce qui existait, on dit en fait il n'y en a pas. Personne travaille le sésame. Il y a bien un truc ou deux en Asie aromatisé au sésame, mais c'est pas de l'alcool de sésame, c'est juste de l'aromatisation. Donc il doit y avoir une bonne raison pour ça. Et oui, il y a des bonnes raisons parce que le gras c'est compliqué, mais on a commencé à travailler à partir du sésame et puis on a tenu bon parce qu'on trouvait ça un peu prometteur. Et c'est là où je te dis on a mis 5 ans à arriver à des choses très bonnes faites à partir de sésame. Mais la construction a vraiment été un cheminement, je dirais, intellectuel on va utiliser le gras pour aller chercher ces goûts-là. Qui est gras et qui est sympa? Le sésame. Donc travaillons le sésame. Ok. Donc on fait que de l'alcool de sésame, pas parce qu'on voulait monter une distillerie de sésame, mais parce qu'on s'appelle Charbon. Charbon, c'est pour véhiculer des goûts très fumés, des goûts très tourbés, au minimum grillés, torréfiés, et que ce nom-là, quand on n'a pas de budget de com, est un petit peu évocateur. Donc si tu vois une bouteille et que tu vois que c'est écrit Charbon dessus, plus des noms de produits comme le grillé, le fumé, le brûlé, le flambé ou des choses comme ça, tu commences à te projeter sur des palettes gustatives et tu dis ok, a priori ça devrait goûter à peu près comme ça dans mon verre. Et du coup, le sésame pour aller chercher ça. Donc on a commencé à travailler avec du sésame très vite qu'on fumait et pour voir si on arrivait à attraper ce goût de fumée, et puis ça a commencé à marcher. Donc après la question c'était ok, mais entre ce sésame fumé et puis la bouteille, il y a pas mal d'étapes et il faut les définir, il faut trouver lesquelles. Mais bon, voilà, ouais. Ok, ouais, non, c'est vachement intéressant. Si vous nous regardez en vidéo, je mets le lien du site internet de distillerie-charbon.com où on voit les différents produits. Donc on voit qu'il y a le grillé, le fumé, le brûlé, le sucré, le flambé. Et tu parlais de charbon tout à l'heure. Moi, je trouve le nom hyper évocateur et c'est super intéressant parce que quand on est dans une carte en CHR ou autre, c'est le nom qu'on voit en premier avant de voir forcément le design de la bouteille et autres. Donc, le naming est hyper important pour que ce soit évocateur. Et pour moi, charbon, alors déjà pour tout de suite d'entrée de jeu, je me dis what the fuck. Enfin, charbon, c'est hyper noir, c'est hyper. Est-ce qu'il existe encore des industries au charbon aujourd'hui? Enfin, dans ma tête, je me dis j'ai un espèce de cheminement qui me dit qu'est-ce que c'est que ça? Donc déjà pour la curiosité, c'est génial. Et puis après pour l'aspect un petit peu montagne. Enfin moi je pense direct. Là tu vois c'est marqué distillerie de montagne. Il y avait même pas besoin de le marquer. Dans ma tête je l'avais déjà. Et je vois ce côté barbecue au coin du feu, chaud, chaleur, hiver. Alors, est-ce que c'est un whisky d'été au final, le whisky de sésame? Est-ce que tu arriverais à l'accorder Alors, avec d'autres saisons? alors déjà c'est pas un whisky. C'est-à-dire que c'est de D'accord, l'alcool de sésame. ok, Juridiquement, techniquement, pour les douanes, c'est une boisson spiritueuse. ok, C'est plus sympa en anglais, donc Sesame Spirit. Mais techniquement, c'est pas du whisky. On n'utilise pas le mot parce que ça évite de se faire taper dessus. d'accord, ok. Après, la boisson dont on est le plus proche est le whisky. Mais ça reste un ovni. C'est pas du gin, c'est pas du whisky, c'est pas du rhum, c'est de l'alcool de sésame. Donc on est, à ma connaissance, les seuls à le travailler comme ça. Ok. Mais pourquoi après ces différentes bouteilles-là, ces différentes gammes? Parce qu'on a, en fait, en fonction de la façon dont on travaille le grain,
on obtient des goûts différents. Donc ils font tous écho à cette dimension de charbon, hein, mais le, le grillé, qui est celui sur lequel on a le plus le goût de sésame, est juste toasté. C'est-à-dire qu'on prend le grain, on le casse, ce qui est déjà compliqué à faire, et comme c'est gras, il a fallu qu'on invente des machines, des outils pour faire à peu près tout. Voilà, donc il a fallu qu'on invente notre moulin parce que sinon on n'y arrivait pas. Sinon, ça fait tout de suite de la tahine, c'est l'équivalent de beurre de cacahuète, mais pour le sésame. Si tu prends, sinon tu l'exploses en farine, etc. Donc voilà. On peut faire un houmous alcoolisé du coup. Alors on peut, mais avant l'alcool, il faut déjà casser le grain. Il faut ensuite soit on le toast et ça donne le grillé, soit on le toast et on le fume et ça donne le fumé, soit on fait que le fumé à froid et ça donne le brûlé. Et ça, en fait, mêmes ingrédients, mais ça donne des palettes de goût très différentes. Okay. Donc voilà, on s'est mis à travailler comme ça, et puis je parlerai après des deux petits derniers, le sucré et le flambé, mais qui relèvent d'une autre démarche. Mais voilà, ces trois-là, c'était vraiment ce qu'on a trouvé, en explorant en fait des différentes façons de travailler le sésame. Ok, parce que du coup, quand tu m'as fait la dégustation, je crois qu'il y avait que 3 produits, donc tu y allais crescendo, hein, forcément. Ouais. Et celui que j'ai préféré, c'est le dernier que tu as fait déguster, donc je sais pas lequel c'est sur les Brûlé. 5. Le brûlé. Ok. Ouais. Donc celui avec, c'est quoi? C'est un furet dessus? C'est une fouine. Une fouine. Ok. C'est celui-là. Ok. C'est une fouine. Tous les animaux qui sont sur nos bouteilles correspondent en gros à des animaux qu'on croise le matin. Si tu parlais du thème de la montagne comme étant une évidence, etc. Nous, on a quitté Paris pour revenir dans les monts du Lyonnais. On est au sommet du mont du Lyonnais, donc on habite à 850 mètres. Et le matin, quand on sort de chez nous, eh bien, on rencontre des fouines, des lièvres, des renards, etc. Donc on avait un peu envie de raconter ça. Après, on est des fans inconditionnels de Twin Peaks, de David Lynch. Donc cet univers de montagne, de rondins, je dirais c'est le nôtre, et comme on fait un produit, une marque pour se faire plaisir, et ben volontairement on raconte ça, et qui correspond assez bien à, je dirais, là où on habite, notre réalité de campagne actuelle, de petite montagne en tout cas. Ok. Ouais, non, c'est top. Bah, déjà, paix à son âme, David Lynch. C'était moi aussi mon réalisateur préféré quand j'étais plus jeune. Et Twin Peaks, fabuleux. Mais, et on voit ce côté un petit peu spirituel dans les étiquettes. C'est d'où ça vient, cette petite lune, etc. C'est pour ça que je parle d'hiver. Pour moi, c'est c'est un alcool un petit peu spirituel, ésotérique. Il y a quelque chose. Tout à fait, oui, il y a un côté fantastique avec ces animaux qui sautent au-dessus d'une flamme, et puis une souche de bois en dessous. C'est toujours cet héritage, je dirais un peu lynchien, hein, mais de se dire que chaque bouteille a sa propre personnalité, elle a son âme d'une certaine façon, et donc elle a son personnage avec ses animaux. Il y a toujours la flamme, hein, d'une certaine façon on fait de l'eau de feu, et de se dire qu'on fait des alcools qui, on espère, font passer un bon moment aux gens, aident à ce qu'ils puissent se projeter. Donc, alors certes, il y a un univers de montagne, donc ça se boit très facilement en hiver, surtout que on a plein de déclinaisons de cocktails en mode plutôt chaud, etc. Mais ça se boit aussi très bien en été. Mais le sésame, le charbon, tout ça est un univers plutôt chaleureux, très compatible avec la montagne et l'hiver. T'as complètement raison. Et en termes de packaging de bouteilles, vu qu'on peut pas dire whisky, est-ce que vous avez eu envie de vous rapprocher des codes du whisky en choisissant ce type de bouteille, ou pas du tout? C'était vraiment ce qui vous plaisait, ou ce qu'il y avait dans le catalogue? Comment vous avez fait le choix? Alors, les deux, mais surtout, on a évité d'être dans l'archétype, justement, whisky, tu vois, rhum, ou etc. Enfin, très vite, les formes de bouteilles type les produits. Donc là, on est compatible avec le whisky, mais on n'est pas dans l'archétype même d'une bouteille de whisky écossais, en tout cas. Donc on est plutôt sur un univers apothicaire, arboriste, en termes de format. On n'est pas les seuls d'ailleurs à l'avoir, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui font des créations spiritueuses et qui essayent de sortir de ces schémas-là. Donc ce registre
convient assez bien, je dirais, à beaucoup de nouveaux petits acteurs pour créer leur propre territoire, leur propre univers. Mais oui, le vert est couleur ambre, il est foncé aussi, donc volontairement ça contribue, je dirais, à un côté un petit peu mystérieux. Et on aime assez l'idée de ces animaux qui sautent par-dessus, voilà, par-dessus des flammes. C'est des animaux qui restent joyeux, mais qui vivent plutôt de la nuit, avec la lune. Et voilà, il se passe plein de choses. Et on est de toute façon sur un produit assez mystérieux qui demande à être apprivoisé. Ouais, carrément. Et vous proposez aussi des cocktails où l'alcool de sésame est vraiment au cœur de la recette. Comment la mixologie va contribuer à valoriser vos produits et à faire découvrir la richesse des créations aromatiques Bah, Alors, on aime bien que les gens goûtent nos produits, en tout cas ils le découvrent indépendamment de cocktails. Après, le sésame offre un terrain de jeu complètement fou dans les cocktails. Donc c'est aussi intéressant. Donc on s'est amusé à faire quelques cocktails, mais sinon c'est surtout des gens qui ont goûté et qui nous envoient leurs recettes de cocktails. Donc on publie directement. Voilà, ils font des photos, ils nous l'envoient, etc. Mais le grillé, qui est celui qui a le plus de goût de sésame toasté, en fait, marche très bien avec tout l'univers asiatique. C'est-à-dire la combinaison, par exemple, de sésame avec un petit peu de citronnelle, de gingembre, etc. Bah, t'es tout de suite en Thaïlande. Tu vois, t'es pas loin du Thai Mai, enfin du Mai Tai, par exemple. Le fumé. Tu prends un Bloody Mary, t'enlèves la vodka, tu mets notre fumée avec de la tomate et du tabasco par exemple, c'est top. Le rapport tomate avec le fumé marche très très bien. Okay. Le brûlé qui est l'équivalent du plus tourbé, même s'il n'y a pas de tourbe dedans, hein, je dis tourbé pour qualifier le goût, on se croirait vraiment sur Islay, mais en même temps c'est différent, c'est un goût de sésame. Il marche très bien en alternative à tout ce qui est whisky tourbé, donc tu revisites un old fashion, par exemple un Lion's Tail ou des choses comme ça avec notre brûlé, ça marche super bien. Donc c'est un terrain de jeu qui est top. Tu as toujours le petit goût de sésame qui vient twister. Tu peux avoir un vrai goût de sésame avec des références asiatiques ou des goûts de fumée et tourbé qui sont intéressants. Et c'est une alternative au Islay qui marche bien. Déjà parce qu'on est français, on est local, on est souvent moins cher. Et du coup, c'est dans des cocktails fumés, ça marche très très bien. Ok. Et est-ce qu'au final, créer une belle carte cocktail, parce que là j'ai l'impression que vous en avez une quinzaine sur votre site, est-ce que c'est aussi une manière d'approcher le CHR, les bars pour qu'ils distribuent votre produit, ou est-ce que vous ne recherchez pas forcément ce type de distrib? Alors, non, on n'a rien contre. Et on commence à être adopté dans des bars à cocktails avec grand plaisir. Mais en général, ils n'ont pas besoin de nous, je dirais, pour avoir des idées de cocktails. Dès qu'ils goûtent notre produit, ça vient tout seul. Non, on le fait juste par plaisir, je dirais presque communautaire. C'est-à-dire tous les gens qui ont aimé, qui ont envie et qui s'amusent avec et qui ont envie de le partager, ben, on trouve ça plutôt chouette. Et voilà, on fait en sorte que leur cocktail devienne visible. Donc ça montre aussi qu'il y a une actualité, que c'est très expérimental et que ce qu'on peut en faire est un peu sans fin, ce qui nous va bien. Ouais, puis il y a un côté communautaire où le consommateur fait partie intégrante de la marque parce que ce qu'il propose va être publié sur votre site. Enfin, je trouve ça assez cool. Oui, tout à fait. Non, on aime bien que les gens nous envoient des idées et qu'ils essayent et qu'ils jouent avec. Et là, pour revenir à la com, j'ai l'impression que c'est un vrai cocktail, mais avec une image générée par intelligence artificielle pour mettre à chaque fois. Je suppose que vous voyez pas ce genre de choses quand même en sortant de chez vous. T'as pas idée du nombre d'animaux qu'on doit dresser pour toutes ces photos. Ouais. Donc du coup, non, tout à fait. Vous avez, le cocktail est réel et vous avez fait un photomontage autour de ça en incluant l'IA pour ces packshots? Oui, on utilise un peu d'IA. On n'a pas pour le moment les budgets pour avoir des vrais photographes sophistiqués comme on les aimerait, mais ça viendra, on espère.
Ouais. Donc pour le moment, on se débrouille un peu avec les moyens du bord et l'IA nous permet de faire des économies de budget. Mais non, à terme, on va bien revenir sur de la photo dans les bois, comme on voudrait qu'elle soit toute. Mais par contre, du coup, moi, ça m'interpelle parce que bon, l'IA, je l'utilise tous les jours et c'est vraiment un outil que j'ai envie d'adopter. Mais là, Mhm. clairement, euh, c'est hyper bien fait. Je ne sais pas si tout est IA, par exemple, dans cette image-là, ou si le cocktail a été pris en photo et l'IA reste dans l'inclusion des animaux autour du packshot. Réponse hybride, il y a tous les cas de figure Hmm, dans ce qu'on fait, mais sur l'image que tu regardais, là, le cocktail a été généré par IA. ok. Ah, mais il donne envie. Mais oui, mais Ouais, et oui, puis mais c'est le oui. but. Non, mais en tout cas, c'est assez sympa. J'aime bien la com générale et l'univers qui se dégage, mais honnêtement, tout revient au naming. Pour moi, le naming, c'est vraiment l'élément clé qui va faire en sorte que direct, mon esprit, ton esprit, on est dans un univers qui va permettre après plein de choses. Donc je trouve ça intéressant d'arriver avec un naming fort. Et tu parlais justement de ne pas avoir forcément de budget en marketing. Si vous nous écoutez et vous êtes en pleine création de produits, de marques, de spiritueux, de tout ce que vous voulez, repensez à 30 fois avant de valider votre nom et de le déposer à l'INPI. Et il faut que ce soit impactant, quoi. Vraiment, il faut que ça parle aux gens et il faut que ça parle à votre futur univers et que ça soit stratégiquement bien trouvé. Donc voilà. Pour en venir un petit peu aux dernières questions, donc on s'est vu sur le CIRA. Euh, Quel impact a eu ce salon sur votre visibilité? Écoute, c'est la première fois qu'on entendait parler de nous, donc ça fait du bien. Le salon était très efficace pour ça. On a récupéré, je sais plus, 140, 150 demandes de catalogue pris de la part de restaurants et de bars à cocktails principalement. C'est pas un salon qui est très fréquenté par les cavistes. D'accord. Jusqu'ici, en tout cas, ils ont d'autres salons plus importants pour eux. Souvent, ils rentrent par le vin, mais même les spiritueux, enfin, voilà, il y a plein d'autres salons. Mhm. Sauf que donc le CIRA a lieu tous les 2 ans, et dans 2 ans, ils vont créer une aile dédiée à l'alcool, donc ils vont regrouper tout ce qui est vin et tout ce qui est spiritueux. Pour le moment, tu avais des spiritueux, par exemple japonais, dans les stands du Japon, Mhm. qui mélangeaient de la nourriture, des appareils, etc. Donc là, ils vont tout regrouper et ils veulent faire grandir cet aspect-là. Donc le CIRA 2027 sera sans doute voilà, beaucoup plus conséquent en termes d'alcool. Mais sinon, nous, on est très contents. Ça nous a permis de nouer plein de contacts. Euh, euh, avec des agents pour la distribution, avec des clients potentiels, et puis j'irai aussi un peu de grand public, mais même si c'est un salon professionnel, Mhm. ça fait qu'on commence un peu à parler de nous, ce qui est plutôt chouette. Carrément. Et est-ce que vous avez noté des réactions primaires chez les visiteurs en Ouais. entendant ou en goûtant qu'est-ce qui vous a Ouais, frappé? ouais, ouais. On s'est dit avec Stéphanie qu'on avait fait une connerie, on aurait dû, alors c'est compliqué à faire parce qu'il faut demander les droits à l'image, etc., mais on aurait dû filmer la tête des gens qui goûtaient. Parce que quand 200 fois par jour, tu as des gens qui disent ah, mais ça a vraiment le goût de sésame, votre truc. J'ai l'impression de mordre dans du sésame. Fait, bah, oui, 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 oui. Et c'était vraiment. Donc c'était super. C'est un super retour de voir que les gens aiment. Les gens, enfin voilà, ils découvrent ça et ils aiment vraiment ces goûts-là. Donc ce contact, il y a un test, tu vois, de réalité d'une certaine façon. Tu connaissais pas l'alcool de sésame, je tombais dans ton verre, je te le fais goûter et il y a un avant et un après. Et très clairement, c'était un feu d'artifice de chouettes réactions, quoi. Et c'est Donc marrant parce c'était qu'au top. final, ça a choqué tout le monde. Enfin, tout le monde s'est dit, mais est-ce qu'on peut faire un alcool à partir de sésame? Alors qu'on peut faire au final un alcool à partir de tout. Mais ça avait l'air ouais, de surprendre vraiment tous les gens qui en entendaient parler. Oui, oui, bah, c'est parce que enfin, ça, c'est une eau de vie de grain. Et à ce titre-là, on n'a jamais entendu parler de sésame. Et on est les seuls, à ma connaissance, à travailler sur quelque chose qui est aussi gras. Donc ça pose plein de questions intéressantes en termes de distillation. Mais en bouche, il y a un côté très nappant, il y a de la mâche.
Donc on arrive à des choses très très fumées qui donnent envie de mâcher. Et c'est vraiment bluffant. Et voilà, on avait beaucoup de réactions par rapport à ça, où les gens nous disent mais déjà vous êtes des malades, pourquoi est-ce que vous êtes partis sur du sésame alors que ça n'existait pas, etc. Et puis ensuite quand ils le testent en bouche, ils comprennent pourquoi, parce que c'est quand même assez différent des spiritueux qui existent. Est-ce que vous avez eu un petit peu des papiers ou des communiqués de presse qui tournent dans d'autres pays, notamment en Asie? Est-ce que c'est allé jusqu'en Asie, peut-être via ton travail de sémiologue à Alors, côté ou... non, pas encore. Justement, on cherche. En fait, on a un super accueil de tout ce qui est restaurant asiatique, japonais notamment, où ils ont une très grande culture du sésame, mais ils le boivent pas. Et quand ils découvrent ça, on a plein de clients, voilà, qui adorent ça, qui mettent ça à leur carte pour accompagner des desserts ou des digestifs. Et donc on sait qu'on a un très bon fit avec cette culture-là, et il faut qu'on trouve comment aller là-bas. Donc pour le moment, on n'a pas encore été repéré par des Asiatiques, on a juste des contacts, je dirais, pour trouver des distributeurs et commencer à mettre un pied là-bas. Mais on en est vraiment qu'au début, hein. On commercialise depuis 4 mois, donc on est tout petit, on est deux, tout est fait à la main, euh, mais ça va venir. Ouais, carrément. Et est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres nouveautés? Comment vous envisagez d'élargir votre gamme de spiritueux en gardant toujours cette approche artisanale? Est-ce que ça va rester dans l'univers du sésame? Est-ce que vous allez faire autre Oui. chose que du spiritueux autour du sésame? Alors, j'ai beaucoup de questions. Oui, pardon. On a déjà fait 2 produits qui sont le sucré, le flambé. Tiens, t'as le flambé ici, par exemple. Ouais, Ça, c'est l'idée était de faire un peu une liqueur, mais sans faire une liqueur, parce que c'est trop sucré et qu'on n'aime pas les boissons sucrées, comme on fait des choses par rapport à ce qu'on aime. Mais donc il y a, je sais plus, 4% de sucre, je crois, dedans. Donc c'est très peu par rapport à une liqueur. Mais en fait, on a fait des déclinaisons des 3 premiers avec un même niveau de sucre qu'un rhum, globalement, et ça change vraiment le goût, ce qui permet de toucher aussi plus de gens qui ont moins l'habitude de boire des spiritueux, parce que ce que j'ai oublié de te dire, c'est que le gras, en fait, a tendance à obstruer tes senseurs d'alcool, et tu as l'impression que c'est moins gras que ça en a l'air. Donc nos liqueurs, qui sont qu'à 43, en fait, tu as l'impression qu'elles sont à un peu moins de 30 degrés ok. quand tu les bois, et ça permet de toucher un public un peu plus large. Et avec des goûts, le flambé que je t'ai fait voir, pour moi on est très proche du pruneau au lardon, c'est-à-dire que t'as le fumé du brûlé qui est là, comme le lardon, avec une petite pointe de canne à sucre par-dessus. T'as l'impression que c'est un bout de lard cuit avec du sirop d'érable, tu vois. Enfin, on est sur ce type de référent-là. Donc voilà, la gamme s'élargit déjà avec ces produits-là. On en a d'autres en tête, et je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour du sésame, et à mon avis, pendant, je sais pas, 10-20 ans, on restera sur du sésame. L'idée, c'est d'avoir sans doute une édition éphémère, au moins une par an, puis elle restera ou elle restera pas, mais c'est de se faire plaisir en combinant le sésame avec d'autres ingrédients, et, et de voir ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas, on a envie de jouer. On s'arrête pas au sésame pur. Et encore une fois, comme le sésame est un vecteur gras, ça nous permet d'aller chercher des goûts différents. Si on travaille, on le distille, le sésame combiné à autre chose, je sais pas, je parlais du romarin tout à l'heure, ben ça peut nous faire un sésame romarin, qui aura vraiment un goût de romarin. Donc Ok. est-ce que c'est intéressant ou pas? Voilà. En tout cas, nous, on va continuer à jouer, se faire plaisir, et on lancera des versions éphémères. Est-ce que vous auriez d'autres catégories en tête? Je sais pas, des sauces, des condiments, Alors, des choses autour de... oui. Ouais, Alors, on en fait plein, mais pour le moment, on les commercialise pas parce que c'est un autre business. Ça veut dire qu'il faut nous imaginer avec une charlotte sur la tête, dans un labo culinaire, etc. Or, notre projet, c'était de faire de l'alcool. Mais on fait du gomasio, par exemple, avec les drèches qui nous restent. On a une partie de nos drèches qui vont dans la chocolaterie du coin. Alors, on est bio, local, et on fait tout ça sans toucher à une tourbière. Donc, d'un point de vue écologique, c'est pas mal. Donc, on fait partie d'un écosystème local où
La chocolaterie de Saint-Symphorien-sur-Coise utilise nos drèches. On a un projet de quelqu'un qui est en train de monter une fabrique de biscuits dans le village à côté qui va aussi utiliser nos drèches. On travaille, on n'a pas dit notre dernier mot sur un projet de sauce, effectivement aussi à partir d'une partie des vinasses, la partie la plus noble pour pouvoir obtenir des sauces qui soient très fumées, très dans une logique barbecue. Ouais. On a tout pour. Donc voilà, c'est un enjeu de réduction, de aromatisation, etc. Mais on peut, en fait, et vraiment ce qui nous reste part à la méthanerie du coin. Ça veut dire qu'on a zéro déchet qui nous reste à la fin, qui est balancé. On est toujours en circuit fermé au niveau de l'eau. C'est la même eau qu'on utilise depuis qu'on existe, donc on ne gaspille aucune eau lorsqu'on distille pour refroidir l'alambic. Et tout ce qu'on produit a une deuxième vie. Mais on aimerait pouvoir remonter encore dans la chaîne des deuxièmes vies pour tous les produits dérivés dont tu parles, mais je pense que ça viendra dans un deuxième temps quand voilà, on aura le temps ou quelqu'un pour s'occuper de toute la partie culinaire. Ok. Bon, bah, en tout cas, fantastique. Autant d'un point de vue environnemental que innovation produit. Moi, je trouve ça fabuleux et hâte de regoûter tout ça. Pour finir, bon, bah, on peut vous retrouver sur distillerie-du6charbon.com ou sur Instagram distillerie.charbon. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de finir l'épisode? Bah écoute, non, moi je vous conseille enfin je vous invite à goûter parce que enfin voilà, on connaît pas le sésame et que c'est chouette de le découvrir. Mais sinon, merci à Super Potion pour ce petit moment d'échange, c'était chouette. Merci Ouais. Ludovic. Non, c'était très cool et j'ai bien aimé l'aspect sémiologique du début. C'était top. Ok, et ben à la prochaine. On se tient au courant. Oui, Ciao. merci. Ciao.